Bienvenue dans cette 10e vidéo sur le domaine continental et sa dynamique. C'est l'avant-dernière, après nous ferons juste un bilan. Et nous allons nous occuper maintenant, après avoir vu l'ensemble des phénomènes qui se passent pour la formation des chaînes de montagne, depuis l'océanisation jusqu'au magmatisme des zones de subduction et à la collision. Eh bien, nous allons voir maintenant la disparition des reliefs. Alors, avec un premier constat, par exemple sur les Pyrénées, qui est une chaîne récente, on voit des pics, alors que sur le Massif central, qui est une chaîne ancienne, hein, dont on va pouvoir identifier que les roches sont assez anciennes, on voit qu'il y a eu un aplatissement avec quelques roches qui ressortent, par exemple ici les roches sanadoires, qui sont des dikes de volcanisme. Si on fait un travail qu'on peut faire en TP d'un profil topographique avec Google Earth, qui va partir donc de l'ouest du Massif central jusqu'au milieu de la chaîne alpine, eh bien, on voit très bien cette variation, cet aplatissement d'une chaîne ancienne, alors que la chaîne jeune est plutôt avec des pics. C'est identique au niveau des Pyrénées, entre le Massif central et les Pyrénées. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est probablement, l'hypothèse qui est la plus simple, c'est qu'il y a eu une érosion au niveau des chaînes anciennes. Et l'idée, c'est de commencer à expliquer ce qui a bien pu se passer. Donc en bilan, on a des reliefs moins élevés, on a une croûte moins épaisse, on le voit bien ici au niveau des Vosges, du Massif central, voire même au niveau armoricain. Et puis ici aussi, on peut travailler ça en TP, et notamment avec un logiciel qui s'appelle Mesurim, on va pouvoir trouver la proportion des différentes roches qui se trouvent dans les différentes montagnes. Et en arrivant à cette conclusion qu'effectivement, dans une montagne de type ancien, on va plutôt trouver des granites ou des gneiss, alors que dans une montagne jeune comme au Tibet, on va plutôt trouver des roches sédimentaires, c'est-à-dire des roches qui étaient dans des océans et qui se retrouvent actuellement élevées à plusieurs milliers de mètres de hauteur. Donc ces différentes idées montrent qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau des montagnes plus anciennes, et notamment le fait qu'il y a une disparition du relief. Ici, une petite comparaison entre les Alpes et les Vosges. On voit bien les altitudes moyennes, les pentes qui sont beaucoup plus fortes dans les montagnes jeunes, et puis les différentes roches à l'affleurement ainsi que les sommets. À partir de ce moment-là, on va commencer à réfléchir sur les facteurs de l'érosion. Donc l'hypothèse, c'est que, a priori, on peut penser que l'eau, le vent, la glace, et aussi une autre hypothèse qui peut être intéressante et qu'on n'a pas vue, c'est qu'on a vu qu'il y avait un empilement d'écailles, de roches, de nappes les unes par rapport aux autres, des plis. La question qui se pose, c'est que si on a une diminution, peut-être que justement, il y a une réduction de ces roches-là et une réduction des épaississements et peut-être une remontée isostatique de la croûte. L'idée, c'est de effectivement aller vérifier, valider tout ça, cette notion d'allègement de la croûte ou cette notion de disparition des éléments. Alors, une première constatation, c'est que l'érosion est l'ensemble des phénomènes externes qui vont enlever une partie des terrains. Et l'altération est plutôt les modifications physico-chimiques qui vont donc effectivement amener un changement ou minéralogique ou pétrologique de la roche. Généralement, hein, les deux phénomènes sont associés. Si on prend un exemple issu d'un document de Maxicourt, vous avez la pluie. Bon, là, on est déjà dans un facteur d'érosion que l'on connaît bien, la pluie. Eh bien, le massif va d'abord passer dans un stade granit-sain avec une pluie qui va pouvoir passer par dessus, qui va passer dans quelques fissures. Mais au fur et à mesure que l'eau s'infiltre, on voit que la roche se dégrade avec un granit qui devient altéré, des granites qui se forment en boules, et puis de plus en plus une altération avec la notion de chaos granitique
et on retrouve à ce moment-là quelques morceaux de granit en boule de rocher et plus une arène granitite, voire du sable, comme on le voit aussi sur cette photo, qui présente les différents stades d'altération du granit. Cette altération, elle est physique dans un premier temps, quand on l'analyse de près. Exemple, cette roche dont on voit qu'elle a été, de ce mont dont une partie a disparu. En fait, l'idée qu'on voit, c'est qu'en fait, à l'intérieur d'un granit ou d'une roche, il y a souvent des petites failles qu'on appelle des diaclases, qui sont des interstices très fins, et à l'intérieur desquels la roche peut s'insinuer. Alors, deux possibilités, soit on a une alternance gel-dégel qui vont au fur et à mesure, puisque on sait que l'eau solide a un plus grand volume que l'eau liquide. Eh bien, à chaque fois qu'il gèle, eh bien, elle exerce une pression sur les parois, et ce qui va tendre à désolidariser progressivement la paroi et finalement la faire s'écrouler. Et l'autre possibilité qui existe actuellement avec le réchauffement climatique, c'est la possibilité que l'eau qui restait de manière constante à l'intérieur des roches, qu'on peut appeler le permafrost, et bien cette eau va finir par s'écouler, se transformer, se liquéfier et devenir et laisser les failles très ouvertes, ce qui fait qu'à chaque hiver, on va avoir un renforcement de cet effet d'altération physique, donc qui va provoquer bien sûr un ruissellement et une destruction. Alors pour les études de facteurs d'érosion, voilà quelques expériences qui ont pu être menées, que je vous propose de mener si c'est possible. Voilà, de prendre un granit et de le faire congeler, décongeler, d'observer les différenciations du granit. Une autre expérience, c'est de laisser séjourner un granit dans de l'eau distillée pendant 2 semaines, et puis de faire un dosage de calcium avec des bandelettes ou d'autres systèmes qui permettent de montrer qu'effectivement, au fur et à mesure du temps, eh bien, on voit que le calcium progressivement augmente dans la solution. Voilà trois types de granit, granit sain, granit altéré ou pourri, et puis voilà une arène granitique, tout ça qu'on peut décrire. Et puis, un dernier document qui peut être très intéressant, c'est qu'à partir d'une composition chimique des minéraux du granit de base, on va pouvoir aussi regarder une réaction d'hydrolyse d'un feldspath plagioclase, par exemple, et c'est pour ça qu'on vous propose de doser le granit. On vous montre que l'hydrolyse, en tout cas de la nortite en présence de CO2, produit du calcium, des ions carbonates et puis un autre minéral qui s'appelle la kaolinite, qui est un argile, et on va voir qu'en fait, globalement, tous les produits d'altération des granites, enfin des minéraux du granit, mais aussi des minéraux des roches de la croûte océanique, cette altération va donner in fine des argiles, que ce soit kaolinite, illite, etc., etc. Donc, quand on propose avec ces différents documents, ça peut être un travail de type 2 d'expliquer à l'aide de l'ensemble de ces documents et du matériel présent comment un massif montagneux essentiellement granitique peut voir son relief diminuer avec le temps. Bon, voilà, on peut avoir un certain nombre d'infos en rappelant le problème. Voilà, donc on fait une première étape, rappeler le problème, qu'est-ce qu'on attend, mettre en œuvre les différents protocoles de résolution, et puis faire par exemple, présenter des résultats entre un granit sain et un granit altéré pour montrer les différences, que ce soit au niveau macroscopique, microscopique et au niveau composition minéralogique. Et puis, ben voilà, on va observer un délitement, un lessivage, une perte progressive des cohérences. Et puis, ici, au niveau de la réaction, on a un phénomène qui est très intéressant dans le cadre des différentes discussions sur que devient le CO2 atmosphérique. Eh bien, on se rend compte que l'hydrolyse et en tout cas l'altération des roches consomme énormément de CO2. C'est quelque chose qui est absolument essentiel à l'équilibre du CO2 atmosphérique. Il n'y a pas que les arbres, on va dire, qui sont responsables de l'absorption du CO2. Les roches en altération sont aussi des grands consommateurs de dioxyde de carbone. Donc ici, au niveau un exemple issu d'un document où on montre bien que par rapport à des micas que vous avez déjà vus dans d'autres roches, on voit bien que ici l'altération qui s'instille dans le mica ou dans le feldspath, on voit tous ces petits points brillants.
où alors le quartz sera une des roches qui vont, enfin des minéraux qui va être altéré le plus tardivement, mais on voit bien que tout ce qui est feldspath, plagioclase, etc., et mica sont très vite détruits par sont rapidement détruits par l'eau et transformés rapidement en minéral argileux. Donc ici, on a bien une altération physique et chimique qui transforme le granit en argile. Un autre exemple, la muscovite, où on voit ici de l'illite qui progressivement grignote, hein, l'illite qui est aussi un minéral argileux, qui progressivement s'étend à l'intérieur de la muscovite pour la transformer et donc in fine faire en sorte que ce minéral, enfin cette roche devienne de l'argile. Voilà aussi un autre petit document qui est intéressant avec un pourcentage de minéraux dans le granit et en fonction de l'intensité des altérations, on voit bien que les micas et les feldspaths vont très rapidement se dégrader, contrairement au quartz qui est une roche très solide. Et pendant ce temps, l'augmentation des argiles. C'est pour ça qu'en général, quand on va sur une plage, ben, on a souvent des grains de quartz et peu de choses autres, hein. L'altération des roches va plutôt produire des sables dits de quartz. Donc l'altération in fine va produire du lessivage. Vous avez ici une explication qu'il ne faut pas retenir particulièrement, mais simplement expliquer que les ions H+ de l'eau vont aller remplacer, parce qu'ils sont plus affines pour les différents minéraux et les différentes structures des minéraux, vont remplacer progressivement un certain nombre de minéraux comme le calcium, le sodium ou le potassium, qui vont eux s'en aller avec l'eau et être remplacés par des ions H+. Et c'est l'exemple, par exemple, de l'altération de l'orthose, un autre exemple qui n'est bien sûr pas à retenir par cœur, mais qui montre que là, pour le coup, avec les ions H+, on transforme en illite et le reste, c'est une solution de lessivage à partir avec du silicium, de la silice, des silices hydratés et du potassium. Donc, on arrive à des nouveaux minéraux, que ce soit la kaolinite, l'illite, etc., qui sont tous des minéraux argileux. Et cette altération entraîne la disparition d'une partie des minéraux et bien sûr de la cohérence du granit, ce qui montre bien que le granit qui devient friable est à la fois altéré et subit son érosion. Donc, la conclusion est bien cette notion de disparition des granites. On observe aussi sur des roches sédimentaires, on sait qu'en haut des montagnes, on a énormément de roches sédimentaires. Et bien, par exemple, sur les calcaires, vous pouvez prendre quelques secondes pour observer et faire la même comparaison que ce qu'on a fait pour le granit, et en montrant que dans l'eau de pluie, il y a un certain nombre de minéraux, et que dans l'eau circulant dans le calcaire, eh bien, on n'a pas les mêmes minéraux, et on voit bien que à partir de certaines réactions chimiques avec l'eau de pluie, eh bien, il y a une circulation plus élevée de calcium, de magnésium, d'ion HCO3-, d'ion carbonate, voire même d'ion sulfate. Donc au fur et à mesure, progressivement, ben, la roche, comme on le voit ici, se karstifie et elle se creuse, elle reste toujours très solide, mais néanmoins, au fur et à mesure, sur les parties en contact avec l'eau, eh bien, les minéraux sont lessivés. Donc ça, c'est bien ce qu'on appelle un lessivage. Voilà un exemple, par exemple, de karst que j'ai trouvé dans Mexico aussi, qui est intéressant pour montrer qu'effectivement, au fur et à mesure, à l'intérieur de tout ce bloc calcaire, eh bien, la production de karst avec des gouffres, des rivières souterraines et des résurgences, etc., etc., qui font le bonheur des spéléologues. Bien, ici un exercice qui peut introduire le diagramme de Goldschmidt, qui est un extrait du bac de Pondichéry 2018, dans lequel on proposait une réflexion sur la circulation de l'eau à la surface d'une roche peut conduire à l'altération des minéraux qui la constituent. Donc c'est ce qu'on vient de présenter, mais c'est quelque chose qui peut revenir. Et là, on va donc l'avoir sous forme de 2.1, c'est-à-dire d'un QCM, avec un premier document où on montre que l'eau peut être altérée par l'orthose et se transformer en minéral argileux de type kaolinite, plus une solution de lessivage contenant de la silice hydratée et du potassium lié à des ions OH-.
Ça, c'est le premier document. Le deuxième document, qui est un document sur lequel je préfère apporter quelques informations, c'est le diagramme de Goldschmidt, qui est bien sûr pas à retenir. Mais le diagramme de Goldschmidt, c'est un travail qui a été fait expérimentalement, qui a montré que, en fonction de deux éléments qui sont le rayon ionique de l'atome et sa charge, eh bien, en calculant le potentiel ionique, c'est-à-dire le rapport Z sur R, que l'on présente ici, eh bien, en calculant le rapport Z sur R, eh bien, on va pouvoir identifier la solvabilité, la solubilisation ou la solubilité des différents ions. Eh bien, on va avoir à la fois des cations solubles, c'est-à-dire que tous ces éléments qui ont un Z sur R inférieur à 3 vont être plutôt solubles, de même que ceux qui ont un Z sur R supérieur à 10, c'est-à-dire une forte charge pour un petit rayon. Eh bien, on va avoir ici notamment la silice, on va avoir l'azote, on va avoir le carbone, mais ceci étant, ici dans les mineurs, on aura surtout la silice. Et ici, sur les cations qui précipitent, eh bien, on va avoir plutôt des métaux. Donc on va avoir, selon cette classification, des cations solubles, des oxanions solubles et des cations qui vont plutôt avoir tendance à se précipiter sous forme d'hydroxyde, c'est-à-dire quand il y a de l'eau. Donc ce qui fait que ce diagramme de Goldschmidt nous permet de réfléchir sur le fait que, effectivement, s'il y a passage d'eau, eh bien effectivement, ces minéraux, ces éléments chimiques, de même que ceux-ci, vont avoir tendance à se solubiliser et à disparaître par lessivage. Voilà les fiches réponses qu'il fallait donner dans ce bac de Pondichéry 2018. Je ne vous donne pas les réponses. Juste une petite parenthèse ici, ce n'est pas KS mais K+. Les réponses sont relativement simples et puis si vous ne les trouvez pas, il suffit de remonter en arrière pour regarder les documents. Il s'agit d'un 2.1, donc tout est normalement dans les documents. Enfin, en général, sur les reliefs importants et les hautes altitudes, on va plutôt avoir des diaclases avec une érosion mécanique. Et sur les reliefs de basse altitude, où les conditions climatiques favorisent plutôt avec de l'eau, l'action de l'eau, des pluies, une hydrolyse, on va plutôt avoir un phénomène d'altération avant l'érosion. Les autres, donc en conclusion, l'eau est vraiment un élément très important d'érosion et d'altération, mais on peut retrouver aussi le vent, notamment dans les zones désertiques. Et puis ici, une petite photo où on montre bien que les plantes, de par ce qu'elles modifient bien sûr leur entourage au niveau des racines ou par leur implication à l'intérieur des failles ou des diaclases, qui vont elles-mêmes et elles vont bien sûr favoriser cette érosion, eh bien, donc les plantes aussi, les végétaux aussi ont un rôle dans l'érosion. Pour continuer, une fois que les particules ont été désagrégées, une fois qu'elles sont parties, eh bien, elles vont être transportées. Eh bien, par exemple, on remarque ici dans ce document fait à Coudi en Inde, eh bien, une étude a montré qu'effectivement, à chaque fois qu'il y avait un phénomène de mousson avec un pic de débit des rivières, eh bien, nous avons un pic de débit de flux sédimentaire, c'est-à-dire qu'effectivement, le transport des particules et des ions est très important par l'eau et peut aller très très loin comme nous allons le voir. Et que peut-être, ça c'est une hypothèse, on remarque ici que les pics de débit de rivière sont moins importants et que les pics de débit de flux sédimentaires sont moins importants. C'est une tendance, on n'est pas sûr que ce soit tout à fait juste de faire une corrélation entre le débit, mais néanmoins, on tend à démontrer qu'effectivement, un rôle très actif des rivières dans le transport des produits de l'érosion et de l'altération. Ici, nous avons encore une autre étude qui montre que bon, bien, nous avons ici un massif montagneux qui est en érosion permanente, hein, qui est le massif central. Eh bien, on remarque à 3 stations dans lesquelles on a fait un tamisage des sédiments qui étaient dans la Loire, d'une part au Puy-en-Velay, puis à Orléans, puis à Nantes. Eh bien, on remarque ici, par exemple, que en moyenne, voilà la répartition des tailles de la granulométrie des petites particules qui étaient en suspension dans l'eau au Puy-en-Velay. Ici, on remarque à Orléans et enfin ici, on remarque à Nantes. Eh bien, la conclusion, et ici vous avez les chiffres bruts qu'on peut travailler aussi avec un tableur pour s'entraîner,
eh bien, on interprète ça, bien sûr, par le fait que plus la particule est importante, plus elle va aller loin, être transportée longtemps par l'eau. Ce qui a été traduit par un diagramme d'un monsieur qui s'appelle Hjulström, qui montre qu'il y a effectivement un lien entre la granulométrie et la dimension des particules. Et donc ici, vous avez une courbe, ce fameux diagramme du Hjulström, donc de la vitesse du courant en centimètres par seconde, en fonction de la dimension des particules en millimètres. Donc on voit que il existe plusieurs parties dans ce diagramme. Une partie où il s'agit principalement de transport des particules, ici plutôt d'érosion et de transport, et ici les particules auront tendance à sédimenter. Ça veut dire, si on regarde un petit peu des éléments, si on a une particule de 0,1 mm, il faut, s'il fait par exemple un débit de 10 cm par seconde, eh bien, la particule sera transportée. En revanche, des particules très lourdes, il faut vraiment un courant très fort, c'est-à-dire plutôt des crues, pour qu'il puisse y avoir un transport. Et on remarque aussi qu'un courant très fort peut aussi créer une érosion en plus d'un transport. Et un dernier point, c'est qu'une particule très fine type argile, eh bien, quel que soit le courant, elle peut être transportée très 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 longtemps. Et c'est ce qui explique qu'on peut avoir des sédiments très loin en mer, où il y a peu de courant, mais néanmoins une suspension très très longue du transport des particules argileuses. Euh, voilà un exemple. On a aussi un exemple pour le Rhône, mais ici un exemple dans le golfe du Bengale où on peut avoir jusqu'à 12 km de sédiments, notamment à la sortie du golfe de Bengale. Tous ces bassins ont été créés bien sûr au moment de la collision entre l'Inde et la plaque eurasienne, avec création de l'Himalaya, et ça démontre la quantité de flux de matière et d'érosion qui sont issus de l'Himalaya, et qu'on peut remarquer ici en regardant qu'à partir du début de la collision, dès que la chaîne de montagne a commencé à prendre de l'importance, eh bien, la quantité d'accumulation de sédiments dans le golfe du Bengale a pris des proportions très importantes. On peut même faire, si on veut, un calcul pour montrer la quantité de produits qui se sont érodés à partir donc de la croûte continentale ici, surélevée dans les chaînes de montagne. Et puis, autre élément, c'est la production de sédiments marins à partir de carbonate de calcium, c'est-à-dire qu'on a bien vu qu'il y avait des particules dans le golfe du Bengale, avec des particules d'argile notamment, mais il est possible aussi que les transports, ce qui est transporté par l'eau, par exemple sous forme de calcium et de carbonate, puisse être réutilisé soit sous forme d'une roche directement, soit sous forme d'utilisation par des animaux. Ici, on voit des coraux, mais ça peut être aussi des mollusques bivalves, tels des moules, des huîtres, des coquillages, etc. De l'utilisation de ce qu'on va appeler une sédimentation, comme on a vu tout à l'heure, une sédimentation des poussières et des particules de type argileuse ou sable. Ici, on peut avoir une sédimentation aussi de particules à base de carbonate de calcium qui vont donner des calcaires. Voilà par exemple différentes catégories à partir d'une roche-mère. On peut avoir des fragments, on peut avoir des ions par lessivage. Donc les fragments, c'est plutôt l'érosion, le lessivage, et l'utilisation par les animaux de ces ions qui sont transportés, soit par exemple la silice, soit le carbonate de calcium. On peut avoir trois types de roches sédimentaires, donc qui se déposent. Une roche détritique, on va avoir ça plutôt de type grès, de type argile. On peut avoir des roches de type chimique, par exemple des calcaires, de la halite, qui est en fait du sel, ou du gypse, et puis des roches dites biologiques, qui sont aussi classées dans les calcaires, puisque c'est du carbonate de calcium, et aussi les radiolarites qu'on a déjà vu dans une autre vidéo, qui sont donc des roches à base de tests de radiolaire, et qui sont donc très riches en silice. En bilan, on a donc un démantèlement des roches en montagne, un transport par
un certain nombre de rivières par l'eau, et puis un dépôt généralement dans les sédiments, dans les océans sous forme de sédiments, ce qui explique par exemple ce qu'on peut voir par exemple aussi dans les zones de marche passive qu'on avait vues dernièrement au Bourdoisan, avec ce dépôt de sédiments progressivement, soit de sédiments d'origine détritique, issus de la destruction des reliefs, soit d'origine biologique avec l'utilisation des carbonates de calcium ou de la silice par des micro-organismes qui, à leur mort, vont aller se déposer au fond et faire des roches dites biologiques. Un exemple de bac, encore une fois, un bac Nouméa 2015, encore une partie 2.1. On vous représente le diagramme de Ölström et on va vous poser un QCM qui va vous, pour essayer de voir si vous avez bien compris les différentes parties de ce diagramme. Encore une fois, je ne vous donne pas les solutions, à vous de les trouver. Enfin, dernier élément, on a émis l'hypothèse de la possibilité de disparition tectonique des reliefs. Pourquoi on pense à ça? Parce que ce qu'on se rend compte ici, par exemple dans les Alpes, c'est que très souvent ces derniers temps, ce qu'on appelle un mécanisme au foyer, c'est une représentation symbolique du type de faille qui a été en jeu dans un séisme. Si on a cette forme-là symbolique, on a plutôt une faille inverse. Si c'est une faille normale, on aura plutôt cette symbolique ici. Et si c'est une faille décrochante, on aura une symbolique ici avec, selon l'orientation de ce rond, le sens en tout cas de la faille décrochante. Eh bien, ce qu'on remarque sur les derniers séismes et de nombreux séismes qui se produisent dans les Alpes, eh bien, ils sont très fortement en faille normale. Donc, ce qui démontre qu'on a aujourd'hui, alors qu'on est dans un contexte de collision, qu'on a déjà parlé du fait qu'on avait des failles inverses dans les contextes de collision, eh bien, aujourd'hui, on se retrouve avec, alors que la collision est plutôt sur sa fin, on arrive sur un phénomène extensif du régime tectonique actuel des Alpes, ce qui fait présenter le fait qu'on est en fin d'orogénèse, en fin de production de chaînes de montagne. C'est ce qu'on appelle l'extension tardi-orogénique. Et cette extension va entraîner un amincissement crustal, comme toute extension, puisqu'on l'a déjà vu à l'occasion du rifting. Quand il y a des failles normales, c'est plutôt un phénomène d'extension, et l'extension va créer un amincissement crustal. Et donc on va le voir tout de suite, et ce qui peut favoriser aussi l'apparition des roches plus profondes, type granit, gneiss. Voilà un modèle qui a été extrait d'un manuel. Voilà, donc on est au départ à un chevauchement où la force de compression est plus forte que la force de gravité. Et puis au fur et à mesure, progressivement, eh bien, la force de compression va être de plus en plus faible et progressivement, il va y avoir un effondrement, disparition de la racine crustale, comme ça se passe au niveau des chaînes anciennes qu'on a aujourd'hui, et un phénomène d'extension au cœur de la chaîne qui va faire apparaître un certain nombre d'éléments et puis qui, effectivement, si on réfléchit bien, va servir à nouveau, dans un nouveau cycle possible, à une nouvelle extension océanique avec rifting. On a la possibilité, on aura l'occasion de travailler avec le logiciel Simulary. Et ce logiciel permet de calculer à la fois de travailler sur les racines crustales, mais permet aussi de faire évoluer dans le temps en imaginant la production d'un granodiorite, par exemple, et en proposant un phénomène d'érosion qui va permettre au fur et à mesure de montrer que en fait, le système va permettre la mise à l'affleurement de ce granit ou de ce granodiorite qui a été construit et qui s'est produit pardon, en bas en profondeur. Donc, ce phénomène permet l'érosion, la mise en œuvre et la mise à l'affleurement de matériaux produits en profondeur, que ce soit des matériaux produits dans la subduction ou dans la collision. En conclusion, tout système et tout relief est un système instable qui tend à disparaître. Et aujourd'hui, on a un vaste recyclage de la croûte continentale qui permet donc de recycler puis de refaire un nouveau cycle de production et qui permet de comprendre pourquoi on se retrouve avec les roches les plus anciennes de la Terre, car il y a un phénomène de conservation avec en permanence un recyclage de ces roches.
Et puis les parties superficielles tendent à disparaître de part et d'autre de l'altération et de l'érosion, et c'est ce qu'on appelle le phénomène tardio-orogénique, avec une remontée isostatique naturelle pour un phénomène qu'on a déjà vu, et la possibilité de voir, et c'est ce qu'on voit par exemple en grande quantité dans le Massif central et dans le Massif armoricain, un très grand nombre de granites issus de la collision, aux collisions ou issus, enfin en tout cas de granit de collision ou de granit des granodiorites de la subduction, qui peuvent venir à ce moment-là à la surface. Voilà un schéma fonctionnel issu du travail qu'on a pu effectuer et issu d'une, d'une, du manuel Nathan. Et ce travail montre que, en fait, on a une sorte de cycle, et c'est ce qui va aboutir à la notion de cycle qu'a développé un chercheur qui s'appelle Wilson, et qui va montrer qu'en fait, au fur et à mesure, on va avoir un rifting, une extension, une convergence, une collision, une érosion, etc., etc. Et c'est ce qu'on appelle le cycle de Wilson, avec ce phénomène permanent de recyclage de, de, cette, de ce phénomène d'alternance et de suite qu'on va voir dans la dernière vidéo. Voilà un petit schéma explicatif que vous pouvez regarder de manière un peu plus attentive, qui permet de montrer la différence entre les chaînes anciennes et récentes, ce qui est un petit peu un bon travail de synthèse qui résume les différences qu'on avait vues au début, et qui permet aussi d'avoir un aspect fonctionnel de l'évolution des chaînes.